Bon, il est temps d'y aller. Désolé, le cours est un peu perturbé en ce début d'année. J'espère que vous avez été prévenus à temps pour la semaine dernière, parce que, à cause de divers événements, il a fallu que je modifie les plans d'un voyage, donc du coup, le cours a sauté. La semaine prochaine, ça c'était prévu de longue date, je ne suis pas là, je ne suis pas en France. Bien, donc on va faire un premier cours, il y aura une interruption après. Donc dans ce premier cours, je vais plutôt faire un petit panorama de ce que j'aurais envie de faire dans le cours, sans trop rentrer dans le vif du sujet, parce que moi, le premier, j'aurais tout oublié quand on se reverra. Ce qui me fait d'ailleurs penser à une anecdote relativement célèbre. Je ne sais plus de quel mathématicien allemand célèbre il s'agit, mais c'était à Heidelberg. Quelqu'un qui était bien connu pour utiliser essentiellement toujours la même lettre pour désigner une vingtaine de choses différentes, et qui avait un sens de la pédagogie très particulier, puisque faisant un cours auprès d'étudiants relativement jeunes, les retrouvant un an après, il a repris le cours au milieu d'une démonstration qu'il avait laissée en suspens sans rien rappeler. Donc, vous vous souvenez parfaitement de ce qu'on faisait l'an dernier, je vais immédiatement vous expliquer ce que je vous avais promis que je vous expliquerai l'an dernier. Non? Non? Bien. Alors, de quoi s'agit-il, plus sérieusement? Je vous ai déjà commencé à introduire l'an dernier ces modélisations de type jeu à champ moyen, c'est-à-dire comment obtenir, et c'était essentiellement heuristique avec quelques éléments de justification l'an dernier, sauf dans un cas très particulier, dans un cas stationnaire indépendant, comment on peut essayer de modéliser des situations dans lesquelles on a un grand nombre de joueurs, entre guillemets, c'est-à-dire d'objets, de particules intelligentes, d'agents, qui ont la possibilité d'optimiser leur comportement en interagissant avec tous les autres joueurs, et bien entendu en ayant des informations, et on peut d'ailleurs travailler sur cet aspect d'information, mais en fait, ce que l'on obtient à la fin ne dépend pas de l'information dont on dispose. Ça, c'est une des simplifications remarquables dans cette approche. Bref, un joueur parmi beaucoup d'autres. Dans un premier temps, on les suppose tous identiques. Et chaque joueur essayant d'optimiser, interagissant avec les autres. Est-ce que, de la même manière qu'en physique, en mécanique, le passage au continu simplifie les choses? Est-ce qu'on peut effectivement aboutir ainsi à des objets plus faciles à manipuler, donc des sortes de points de nage continus, des équilibres de nage continus qui permettent de gérer comme ceci un très grand nombre de joueurs sans s'acharner à essayer de résoudre des problèmes de théorie des jeux dont la complexité explose quand le nombre de joueurs augmente. Donc ça, c'est le contexte général. Il y avait quand même un point, j'avais justifié la déduction formelle de ces équilibres l'an dernier. Je l'avais fait dans un cadre très simple, très particulier de jeu stationnaire, enfin ergodique, avec une certaine indépendance et découplage qui se produisaient. On verra cette année. Et je vous avais d'ailleurs dit, je sens qu'il y a un cadre abstrait derrière qui permet de justifier ça. Et l'an prochain, je m'étais hasardé, je pense que je faisais un jour un cours en décembre à rue d'Ulm, et je vous avais dit, l'an prochain, je vous expliquerai comment ça marche. J'ai eu de la chance, effectivement, le cadre abstrait maintenant est prêt. Et en fait, à de très nombreuses applications qui vont ailleurs, qui sont pas forcément semblables au sujet du cours. Alors, donc, grosso modo, ce que je vais faire. Donc, aujourd'hui, c'est une sorte de cours zéro dans lequel je vais faire, d'une part, des rappels et un plan détaillé et plan du cours. Ce qui permettra d'introduire un certain nombre d'idées, parce que j'annoncerai quelques éléments cruciaux des différents points du cours que j'aborderai. Ensuite, parce que c'est le plus récent et c'est ce qui m'amuse le plus,
Je reviendrai sur cette question de n tend vers l'infini, le cadre fonctionnel. Bien, sans complètement aller dans la justification des jeux de champ moyen, mais de mettre en place déjà le cadre. Et pour vous en dire tout de suite un mot, c'est quand on prend des fonctions de n variables, quand n tend vers l'infini, comment on peut décrire des fonctions de n variables quand n tend vers l'infini. Alors, ce que je ferai ensuite, c'est que je regarderai le point que je n'avais pas regardé, qui sera l'étude des Minfield Games, des jeux à champ moyen, étude des MFG dépendant du temps, ce qui est quand même le cas donc, de nouveaux systèmes paraboliques, hyperboliques, enfin, il y a un peu toutes les sauces qu'on peut avoir. Comme toujours, comme vous l'avez déjà vu l'an dernier, on peut avoir énormément de situations différentes et donc énormément de questions mathématiques qui se posent. Et s'il y en a une qui a été à peu près résolue grâce à ce cadre fonctionnel, de très nombreux autres restent en suspens. Le troisième point, ce sera effectivement de me servir de ceci, justification des Minfield Games, qui est donc maintenant, je dirais, essentiellement au point, c'est-à-dire obtention, dérivation rigoureuse de ces systèmes d'équations. Le quatrième point, ou le cinquième point, ça je ne sais pas encore, ça dépendra du temps, ça dépendra du temps qui me restera, parce que tout ceci va déjà prendre énormément de temps. Donc, dans le quatrième et le cinquième point, j'aimerais traiter un cas qui est extrêmement naturel. C'est que lorsqu'on suppose qu'il y a des aléas qui, dans les situations auxquelles sont confrontés chacun des joueurs, les choses évidemment sont beaucoup plus simples lorsque tous ces aléas sont indépendants, mais il est également très naturel de considérer que non seulement il y a une partie d'aléas qui vraiment est comme j'aurais envie de dire, du bruit pour chacun des joueurs, mais aussi de dire qu'il y a une sorte de bruit général commun. Et donc ça, si vous pensez à des situations, je dirais que je qualifierais de finance, c'est quelque chose de très naturel. On peut avoir effectivement, du point de vue d'économie, on peut effectivement avoir pour chacun des joueurs bien des oscillations liées à son humeur, aux circonstances particulières auxquelles on est confronté, mais il y a aussi une sorte d'agitation globale qui est partagée par tous les acteurs. Alors l'aspect de corrélation est assez intéressant parce qu'on verra qu'effectivement, grâce au cadre fonctionnel, qu'il y ait des corrélations ou pas, et lorsqu'on a bien la bonne machine, eh bien, tout se déroule exactement de la même manière. Mais cela permet, le fait d'avoir ce cadre fonctionnel et de pouvoir gérer des corrélations, a des implications, y compris sur d'autres problèmes classiques de physique et de mécanique statistique. Je pense à des browniens en interaction. Bien traditionnellement, dans toute la littérature, on suppose les bruits indépendants. Et le fait que le cadre fonctionnel apparemment n'existait pas, est certainement la cause de ce manque dans la littérature. Le cinquième point, c'est que j'aimerais aussi aborder un certain nombre d'exemples. Et en tout cas, j'aimerais développer un exemple que l'on a regardé récemment avec Olivier Guéant, un jeune normalien qui fait de l'économie mathématique, et bien sûr mon compère Jean-Michel Lasserie, qui est de donner une explication grâce à des modélisations de Minfield Games de la répartition des richesses dans les pays industrialisés. Donc, c'est drôle d'idée. Je vous explique, il y a quelque chose qui est bien connu, c'est que si on observe la répartition des richesses, c'est dommage que les deux mots ne soient pas effectivement plus semblables, mais la répartition des richesses dans la plupart dans tous les pays développés,
donc ayant une structure économique et un fonctionnement relativement semblable, les économistes, les économètres, depuis très longtemps, ont observé que la distribution se faisait suivant une densité dite de Pareto. C'est une sorte de densité qui décroît lentement, qui est grosso modo du 1 sur x à une certaine puissance, pour x disons supérieur ou égal à 1. Et la puissance est étonnamment stable, elle varie d'un pays à l'autre, entre la France et les États-Unis, la puissance est légèrement différente, mais c'est quelque chose de très stable. On prend l'Italie, l'Espagne, on retrouve toujours cette distribution. Et effectivement, d'où sort-elle? Alors, je vous proposerai un modèle qui conduira à un mean-field game, un modèle très naturel en termes de formation, de coûts de formation et de revenus que l'on peut attendre de sa formation, d'un aspect de compétition entre les agents, et on trouvera effectivement qu'il y a une solution qui n'est pas stationnaire, elle croît, elle évolue avec un taux de croissance, et cette distribution de Pareto est vraiment une solution que je qualifierais en physique, on dirait une sorte de standing wave ou de solitary wave, et on la sort naturellement. On peut faire un tout petit peu de problème inverse en ajustant, en regardant un peu des paramètres naturels, et on tombe sur les puissances, les intervalles de puissance que l'on observe. Ça, c'est donc un exemple sur répartition des richesses avec compétition, hein. Donc répartition des richesses, et les autres exemples que je donnerai sont plus liés à de la dynamique des populations et des aspects de modélisation de phénomènes biologiques. Donc on verra, je vous parlerai d'îlots communautaires, de choses comme ceci. Donc on verra d'autres exemples plus liés à la dynamique des populations. Donc j'ai choisi à dessein des exemples d'applications qui n'ont pas grand-chose à voir avec d'autres applications extrêmement naturelles. Je vous en avais d'ailleurs donné l'an dernier, hein, puisqu'on avait regardé des modélisations de formulation de prix. D'ailleurs, grâce aux corrélations, on peut un peu revenir dessus et avoir des modèles de prix stochastiques, ce qui est quand même pour les applications financières très naturel. Mais la liste des applications se multiplie, puis d'ici que j'arrive à ce point-là, il y aura peut-être d'autres sujets que j'aurai envie d'aborder. Bien. Donc ceci est le cadre complet du cours, étant entendu que c'est l'ordre que je pense suivre, sauf modification, lié au fait que j'aurai, entre-temps, éventuellement compris quelque chose. Alors, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est déjà effectivement rentrer un peu plus là-dedans dans ce sommaire. Et la première chose, c'est que je vais essayer assez rapidement de rappeler, dans un cadre dépendant du temps, de rappeler ce que sont les mean-field games de manière informelle. Donc, de manière heuristique, qu'est-ce que c'est qu'un mean-field game dans un cadre dépendant du temps? Ce que l'on a, c'est donc, comme je disais, un très grand nombre de joueurs. La position du joueur, position pouvant être d'ailleurs position spatiale plus vitesse, ce sont les jeux habituels en termes de représentation d'un système. Donc vous avez effectivement, on pense que vous avez un joueur générique dont l'état est caractérisé par une variable qui dépend du temps, x de t, qui se balade dans un espace que j'appelais RD, D comme dimension. Je vais éviter le n parce que le grand N, ça sera le nombre de joueurs dans un instant. Et ça, c'est un joueur générique. C'est l'état d'un joueur générique. C'est une présentation heuristique. Il y a beaucoup de joueurs et la manière de décrire le beaucoup, c'est à travers une densité de probabilité. Donc, il y a évidemment densité de probabilité
sur RD ou sur un sous-ensemble de RD si on a des conditions aux limites, sur le tore si on va avoir la périodicité et pas s'embêter avec des conditions aux limites, sur un domaine si on a des contraintes d'état, ne pas sortir ou s'arrêter au bord, etc. Il y a plein de variantes possibles. Je simplifie, le domaine de base, on va dire que c'est RD et pas trop se poser de questions là-dessus. Donc vous voyez bien, c'est une densité de proba sur les états possibles des joueurs. Et grosso modo, sur un petit cube autour du point X, le poids qu'affecte la probabilité à ce petit cube, c'est le nombre de joueurs présents dans ce cube, ayant ces attributs-là à l'instant T. Bien. Donc, de quoi parle-t-on? On parle d'un joueur, c'est-à-dire d'une particule, mais qui a le droit de choisir d'une certaine manière ses actions à travers une équation différentielle stochastique. Vous enlevez le bruit, vous avez un modèle déterministe. Hein. Alors, donc dxt égale sigma de x de t, alpha de t, et puis je mets un point-virgule, là vous voyez que vous avez des virgules, et je vais mettre m de t, ce qui signifie bien qu'on interagit avec tous les autres joueurs, mais on n'interagit pas en regardant les attributs ou les états de chacun des systèmes, mais à travers la présence, enfin à travers la densité de tous les autres joueurs. Il y a une information qui est d'une certaine manière moyennée. Donc m de t, dwt, un mouvement brownien, plus une partie purement déterministe, b de xt, alpha de t, m de t, dt. Alors, que sont tous ces objets? Donc là, il faut y passer un peu de temps. Wt, donc, pardon, x de... ouais. Donc x de s, on se donne la possibilité de démarrer l'étude du problème à un temps petit s. Donc ça veut dire, par exemple, s égale à 0. Simplement par exemple. Je pourrais mettre une dépendance en t dans les caractéristiques. Ça, je l'omets, c'est vraiment pas la peine, c'est pas le point important. Le point qui est important, c'est de bien voir que sigma et b dépendent de la densité et de bien comprendre que alpha, ça correspond aux actions que peut avoir chacun des joueurs. Donc alpha de t en termes de contrôle stochastique, c'est un contrôle qui, a priori, dans un cadre stochastique, est un processus, et dans un cadre déterministe, est bien sûr simplement une fonction du temps. Ce contrôle, on peut lui, a priori, prend ses valeurs dans un certain espace. Alors on pourrait faire des choses très générales, très abstraites, dire c'est un espace polonais, enfin bon, bref, on s'en fout. C'est on va dire que c'est une partie d'un espace euclidien. Mais ça n'a... Les valeurs que peut prendre, donc la valeur dans A, qui est inclus dans un certain espace euclidien, mais ça n'a vraiment aucune importance. Donc là-dedans, grand A, c'est décrit toutes les possibilités de valeurs que l'on peut affecter au contrôle. Donc c'est l'ensemble des valeurs possibles du contrôle. Alors là-dedans, ce grand A ne bouge pas avec le temps, ne dépend pas de l'état du système, donc on peut imaginer des choses beaucoup plus compliquées avec des sortes de contraintes d'état. Bon, ça je donne la version la plus simple. Version générale, simplifiée, la plus simple possible. Donc, je veux à la fois que ce soit général, mais que ce soit aussi le cadre dans lequel on élimine le plus possible les difficultés. D'écriture, pas tellement de compréhension. Alors, donc ça, c'est un contrôle. Alors, typiquement, du point de vue du contrôle stochastique, quels sont les contrôles auxquels nous avons droit? Ce sont des processus qui sont adaptés à la filtration générée par le brownien, c'est-à-dire l'information dont on dispose n'anticipe pas sur les aléas futurs. Donc, le cadre classique du contrôle stochastique, je n'en dis pas plus, donc c'est un contrôle adapté
Et on n'a aucune contrainte sur le fait que d'un instant à l'autre, d'une trajectoire à l'autre, on peut sauter comme on veut, on doit simplement le faire adapter, ça veut dire mesurable comme il faut. Bon, je n'insiste pas. Plus intéressant est la question de ce qui se passe après le point-virgule. Ce qui se passe après le point-virgule, c'est que j'ai injecté dans les caractéristiques de l'évolution de l'état de ce joueur générique, j'ai injecté le M de T. M de T, c'est une mesure. Là-dedans, ce que vous avez, c'est que vous avez a priori donc une fonction sigma. Wt, j'aurais dû le dire, est un brownien à valeur dans Rm. Donc sigma, a priori, c'est quelque chose qui dépend d'un x qui varie dans Rd, d'un alpha qui varie dans A, et d'un m qui varie dans l'espace des probabilités. Donc, attention, sigma est une opération fonctionnelle. Et tout ceci, ça vous donne une matrice de type D croix M. Donc c'est une fonction matricielle qui dépend de x, de alpha et d'une probabilité. Je mets un point-virgule parce que là, c'est un opérateur. Il transforme des mesures en fonctions. Ça n'est absolument pas nécessairement, et dans beaucoup d'applications, c'est très important que ça ne soit pas un opérateur local. Pour vous donner un tout petit exemple qui anticipe sur l'aspect répartition des richesses, on considérera que les revenus sont liés aux compétences qu'on acquiert. Les compétences qu'on acquiert ont un coût. Ce coût dépend a priori du nombre de personnes qui acquièrent au moins ces connaissances-là. C'est-à-dire, si tout le monde apprend la même chose, le coût diminue. Et les revenus diminuent. Les revenus qu'on peut escompter, si tout le monde a au moins cette compétence-là, les revenus qu'on peut escompter diminuent. Donc, quand je dis si tout le monde a au moins cette compétence-là, c'est qu'on verra qu'effectivement, les choses dépendent non pas de M, mais de la fonction de répartition de M pour toutes les valeurs au-dessus de la compétence que l'on a. Donc, ça, c'est un petit exemple. Donc, dire que ça ne dépend que exactement des gens qui font la même chose, c'est pas très raisonnable. Et puis on le voit bien dans des situations où le marché du travail, pour en revenir sur l'exemple économique, est un peu délicate. On voit qu'au concours d'entrée à la poste se présentent des gens qui ont des bac plus 3, bac plus 4, etc. Donc ça, c'est exactement le phénomène, bien au-delà de la compétence a priori requise pour l'exercice de ce métier-là. Donc ça, c'est un petit exemple naturel comme ceci, mais donc le bon point de vue, c'est bien d'insister sur le fait que sigma et bien sûr B sont des opérateurs en sens qu'ils dépendent de M de manière fonctionnelle, et B, évidemment, est une fonction qui est à valeur, donc ça c'est à valeur dans les matrices des croix M, et ça c'est à valeur dans dans RD, puisqu'on se balade dans RD. Bien, donc ça décrit effectivement l'interaction du joueur générique avec le milieu, plus les possibilités de choix qu'il a. Ensuite, qu'allons-nous faire? Eh bien, ça c'est la description de la dynamique du système. Ensuite, la question que l'on se pose, chacun des joueurs est rationnel, c'est-à-dire qu'il va minimiser une certaine fonction objectif. Je reste, comme je vous ai toujours dit, un pessimiste, je ne maximise jamais, je minimise toujours. Bien. Alors, donc il va minimiser. Bien, si on a un problème qui dépend avec un certain horizon grand T. A priori, ceci dépend de... ceci dépend de... C'est un coût, donc je vais raisonner en termes de coût. C'est un coût qui démarre à l'instant de départ d'étude du système et on a un certain horizon pour le problème, qui d'ailleurs peut être infini, mais bon, l'horizon du problème, je simplifie, je suppose que ceci est donné.
Ensuite, on a une certaine structure de coût qui va dépendre de quoi? Bien, qui va dépendre, bien entendu, de où on se trouve, quel est l'état du joueur, des contrôles que l'on a choisis, et bien entendu, là encore aussi, de manière fonctionnelle, quel est l'état moyen des autres joueurs, à travers la densité des autres joueurs. Donc là encore, on a exactement la même structure pour L. L est à nouveau une fonction de x, de alpha et de m. Et maintenant, celle-ci est à valeur dans R. Plus un coût final que je vais baptiser, je ne sais pas, H, qui va dépendre de l'état final et qui va aussi dépendre de la densité finale. Donc j'évite les cas toujours un peu limites qui sont des cas avec contrainte, c'est-à-dire on veut que x de t soit dans une certaine cible. Ça c'est un problème avec contrainte de cible, contrainte d'état final. Mais que l'on peut de toute façon obtenir à partir par pénalisation. Si x de t doit appartenir à un ancien ensemble, vous mettez un e sur epsilon à distance à cet ensemble. C'est bien une limite singulière de ceci. Mais ce qui est relativement intéressant de voir ici, c'est que vous pouvez aussi avoir des contraintes de cible, non pas sur le x, mais sur le m. Ça, c'est beaucoup plus subtil. Parce qu'à nouveau, par pénalisation, c'est une limite de problèmes comme ceci. C'est de dire, si m de t est en dehors de la cible, je paye énormément. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? C'est typiquement ce qu'on pourrait appeler, dans l'économie politique, ce qu'on pourrait appeler la planification. C'est-à-dire qu'on veut, par une politique d'incitation, hein, les moyens d'incitation sont en général dans notre société les impôts et les taxes, mais ça peut être aussi des primes, des revenus, etc. On veut mettre une structure de coût pour chacun des joueurs de façon à ce que l'état du système soit dans une position arrangée un peu plus tard, soit dans une position que l'on a déterminée à l'avance. Donc là, je signale tout de suite qu'il y a un cas extrêmement intéressant, et de nombreux économistes avec qui nous parlons de ça, tout de suite nous disent « Ah ben oui, mais ça c'est pratiquement la structure la plus intéressante. C'est on veut que M à l'instant grand T soit d'une certaine manière. » Ce qui est une contrainte qui induit un couplage un peu plus complexe. Bon, pour l'instant, je ne parle pas de ces histoires de cibles sur M. On va regarder ça de manière petit à petit. Et on en déduit pour l'instant qu'on a une fonction ici qui dépend de la position initiale et qui dépend de S. Bien entendu, je pourrais dire, elle dépend aussi de tout. Oui, Olivier. Il y a une relation entre X et M qui n'a pas été. C'est la densité de probabilité sur RD. D'accord? Attends, mais je n'ai pas fini. Je n'ai pas encore décrit la dynamique de M. La dynamique de M, comment va-t-elle venir? J'y viens dans un instant. Bien entendu, le joueur générique crée la densité. La densité va donc être transportée par la dynamique du joueur générique. Mais quelle dynamique? J'y viens dans un instant, puisqu'il y a plusieurs dynamiques possibles. Donc chacun des joueurs, c'est évidemment une situation d'équilibre, de point fixe. C'est-à-dire, étant donné la densité, je décris les choix du joueur, et une fois connu le choix du joueur, cela déterminera la dynamique de la densité. Bien, donc là, on a un U qui effectivement dépend du M. Et pour l'instant, je considère, comme je disais grâce à la question d'Olivier, je suppose que M est connu et j'essaie de déterminer quelle est la dynamique du joueur générique. Donc on a a priori une fonction qui dépend de X et de S. Et ça, on sait, grâce à la théorie du contrôle stochastique, on sait avec des hypothèses très générales sur lesquelles je ne veux pas m'étendre. On sait a priori, et ce sera le premier bout du Minfield Games, que l'on a l'équation du sur ds, exactement moins du sur ds, plus sup sur tous les alphas dans A,
de moins 1,5 de la trace de sigma transposé dérivée seconde par rapport à x de u. Donc ça, c'est une notation matricielle. Sigma dépend de x et de alpha, ou maximisé par rapport à alpha, mais sigma dépend aussi de m. Okay. Donc là-dedans, vous avez une certaine opération fonctionnelle qui dépend de la mesure m. Moins b dxu, moins L, et je vais le mettre là, moins L égale à 0. Bien. Cette équation ayant lieu pour tous les S plus petit que t, étant entendu que vous avez que U de petit t en grand T, et là je vais quand même écrire les choses, est une fonction de x et de m de grand T. Donc vous avez une équation rétrograde de type fortement non linéaire, parabolique dégénérée, avec une condition finale dans laquelle apparaît le m. Bon. Si m est donné avec une certaine régularité, on comprend bien ce type de problème. Ce sont des équations pour lesquelles on sait qu'il existe une unique solution, qu'on sait approcher, qu'on peut essayer de calculer, en tout cas si la dimension de l'espace n'est pas trop grande, etc., etc. Donc ça, c'est bien recensé si m est connu. Alors maintenant, il y a ce m. Et pour l'instant, le m, on n'a pas dit grand-chose. La seule chose que l'on peut dire, c'est que c'est cette équation-là qui détermine le comportement du joueur générique. En effet, si en chaque point xs, vous prenez alpha de x et de s, c'est une présentation heuristique qui maximise le suprémum dans l'équation précédente. Parce qu'en chaque point x, vous avez une opération de maximisation. Et le sup, à la fin, vous donne l'équation. Donc, en chaque point x et s, vous pouvez trouver le alpha. La difficulté, il n'est pas nécessairement unique. Je simplifie en me disant, je veux éviter des situations d'ambiguïté. Des situations d'ambiguïté dans lesquelles, effectivement, chaque joueur générique aurait des situations où il y a plusieurs contrôles optimaux, souvent, parce que ce qui se passe génériquement, sont des sortes de métathéorèmes avec beaucoup d'hypothèses que l'on peut démontrer dans beaucoup d'hypothèses, mais ce qui est un fait bien connu, c'est que sauf sur des ensembles petits, typiquement des hypersurfaces, le alpha qui maximise l'équation, il est unique. Sous des hypothèses vraiment très très générales. Ça, c'est génériquement pour des problèmes de contrôle. Donc, s'acharner à regarder des cas très particuliers où pratiquement partout on a la possibilité d'avoir deux choix optimaux, ça vaut pas vraiment le coup. Alors, ce que ça veut dire, c'est qu'il peut y avoir des discontinuités dans le alpha, mais ça, c'est un autre problème. Donc on va faire comme si cette difficulté n'existait pas pour ne serait-ce qu'à aboutir à une sorte de principe formel, heuristique, d'écriture de ces équations. Donc on suppose, sous des hypothèses de convexité par exemple, on a facilement des situations avec un unique maximum en chaque point. Alors qu'est-ce que ça veut dire, ce alpha de x et de s? Du point de vue du contrôle stochastique, c'est en fait ce qu'on appelle un feedback. C'est-à-dire que si maintenant, à la place de alpha de t, ce que ça veut dire, et je vais l'écrire ici, c'est que si vous choisissez pour alpha de t cette fonction de x et de s, c'est ce qu'on appelle une stratégie. C'est étant donné l'état dans lequel je suis, étant donné le temps en lequel je suis, la manière dont je choisis mon contrôle dépend de ces deux variables. En d'autres termes, j'ai ma stratégie, je regarde où je suis, c'est x de t, je suis à l'instant t, j'injecte cette fonction alpha. Alors, je vais peut-être l'appeler alpha 0. Donc, c'est typiquement ce qu'on appelle en français une boucle de rétroaction. Et ce que tout le monde appelle enfin un feedback. Donc,
Quand vous avez une fonction, vous pouvez définir un contrôle comme ceci, ce qui correspond à résoudre une autre équation, a priori en termes de dépendance en x. OK? Donc vous injectez cette fonction ici, vous résolvez le problème et vous avez effectivement un contrôle pour chaque position initiale. Je n'insiste pas plus que ça, mais ce n'est pas la difficulté. Donc ça, c'est typiquement pour m donné, c'est un contrôle optimal. Donc ceci définit une stratégie optimale, c'est un feedback optimal. En d'autres termes, je connais à m donné la manière, grâce à cette partie-là de l'équation, je connais la manière dont chacun des joueurs, en chaque point de l'espace, en chaque temps, va choisir son action. Si je connais le alpha 0, bien entendu. Donc ça veut dire que je connais la dynamique du joueur, puisque c'est le choix qu'il fait. C'est un joueur rationnel, il prend la meilleure action possible. Si je connais sa dynamique, je sais comment ce joueur générique va se déplacer. Il va se déplacer en résolvant l'équation différentielle stochastique dx égale sigma de x, j'enlève les t pour qu'on le voit mieux, alpha 0 de x, et puis m de t. Il résout cette équation-là, plus, etc., etc. Donc, étant donné maintenant alpha 0, je sais comment le joueur générique se déplace, et je sais donc comment la densité évolue dans le temps. Cela devient maintenant une simple question consistant à dire, étant donné une dynamique déterministe, stochastique, peu importe, vous avez une certaine densité de probabilité initiale qui décrit la position des particules, elle est transportée maintenant par un système dynamique déterministe ou stochastique, eh bien, voilà comment la densité évolue dans le temps. Alors, soit vous l'écrivez en disant c'est le transport, vous dites que m de t est obtenu à partir d'une condition initiale, est obtenu par le transport grâce à cette équation de différentielle stochastique, ou vous l'écrivez tout simplement par une équation aux dérivées partielles, et cette équation aux dérivées partielles, c'est l'équation de Fokker-Planck associée au système. L'équation de Liouville dans le cadre déterministe, l'équation du transport de la mesure. Et donc, l'équation que vous avez, maintenant, c'est une équation qui progresse en temps, ça c'est une équation rétrograde, celle-ci, évidemment, c'est le transport, c'est un dm sur ds, et ce que vous allez avoir ici, c'est un moins 1,5 de, je vais peut-être un peu changer les notations, et écrire a égale 1,5, je mets le demi dedans, ouais. A égale 1,5 de sigma sigma transposé. C'est une matrice D croix D. Donc c'est moins 1,5 de DIJ AIJ M. OK. Donc là, les temps auxquels on va s'intéresser sont les temps qui sont compris entre S et T. Et il faut bien faire attention à la dualité, c'est plus DI de BIM égale à 0, à nouveau pour les mêmes temps. Ça, c'est une équation qui avance dans le temps, de transport de la mesure, et avec U en T égale grand T, non, c'est petit s égale grand T, le temps c'est S. Vous avez bien compris que j'aurais dû changer les rôles de S et T, mais tant pis, c'est fait. Et M à l'instant initial, bien, c'est une densité initiale. On part, les horloges commencent par exemple à 0, et la question que l'on se pose, et on connaît l'état de la population de joueurs à l'état initial. Donc la seule vraie condition initiale que l'on ait, elle est là. Voilà comment les joueurs se répartissent initialement. Et puis après, comment tout ceci évolue, étant entendu que c'est une population de joueurs qui vont optimiser leur comportement. Donc, que l'on comprenne bien
Dans les AIJ et dans les BI, il y a du M, de manière fonctionnelle d'ailleurs. Donc vous avez là-dedans des équations de milieu poreux si c'est une dépendance ponctuelle, des équations plus bizarres si vous avez des dépendances fonctionnelles ici. À M donné, U est déterminé par cette équation, U détermine alpha 0, alpha 0 détermine le AIJ et le BI qui sont ici, puisque le AIJ qui est là, c'est bien entendu 1/2 de sigma transposé de x et de alpha 0, de x et de s. Okay. Donc la manière dont le U intervient dans l'équation en M, c'est à travers le contrôle optimal. Donc il y a bien un couplage complet entre les deux bouts de ce système, puisque M permet de déterminer U et U permet de déterminer M à travers le contrôle optimal qui est ici. Bon, le couplage est compliqué, hein, c'est pas quelque chose qui saute aux yeux instantanément. Mais je le répète, l'idée est quand même simple, c'est la dynamique optimale fait le transport de la mesure, et c'est cette équation-là qui traduit le transport de la mesure. Bon, alors je vais vous donner un exemple pour qu'on visualise un peu les choses. Je vais vous donner un exemple tout de suite, parce que sinon ça reste un peu compliqué et un peu lourd à digérer. Ce qu'on avait vu grosso modo l'an dernier, c'était exactement ces problèmes-là dans des situations simples, mais sans dépendance en temps. Et on avait vu l'an dernier qu'on avait déjà des classes d'équations extrêmement générales, puisqu'on pouvait récupérer toutes les équations semi-linéaires elliptiques en choisissant une classe de non-linéarité que l'on rencontrait avec d'autres choix de non-linéarité et de couplage de toutes les équations, je dirais, de champ moyen de style Hartree, etc., etc. Que si on est en position vitesse, on a comme cas particulier les équations de Vlasov, etc., etc., etc. Donc, il y a beaucoup d'équations cachées derrière ce formalisme. On verra cette année que dans un cadre déterministe et des non-linéarités très particulières, on aura les équations de l'air compressibles, comme cas particulier. Donc, que le formalisme soit un peu lourd à digérer, ce n'est pas tellement surprenant si caché derrière, il y a des exemples extraordinairement variés d'équations bien connues de la physique et de la mécanique. Donc on va le prendre calmement, mais je voulais vous présenter un tout petit peu ce cadre général, qui n'est même pas le plus général possible, puisque j'en rajouterai quelques couches dans un instant sur les variantes auxquelles vous échapperez. Un exemple, parce que sinon, ça reste quand même très, 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 très abstrait. Alors, on va faire des simplifications. Quelle simplification on va faire? On va virer le sigma, on va mettre 1. Pourquoi pas 0? Parce que je ne vais pas mettre 1. 1, c'est un paramètre. Et donc, ce que je vais mettre, c'est une constante, sigma, qui peut être 0. Merci de la suggestion. Hein? Oui, mais on peut avoir un peu de Laplacien et on met sigma égale à 0, on a le cas déterministe. Bon. Ici, le B, je vais mettre alpha. C'est quand même plus simple. Voilà l'exemple. Donc ça ne dépend plus de M. Chacune des dynamiques est libre. Et le couplage avec les autres joueurs se fait à travers la structure de coût. On commence à se sentir un tout petit peu mieux quand même. On voit ça. Alors, sur le L, bon, le H, ça je peux le laisser parce que ça c'est assez inoffensif. Sur le L, je vais mettre une structure polynomiale sur le contrôle, 1 sur Q alpha de T à la puissance Q, en norme. Okay. Plus une fonction de X
de t et de m de t. Donc, je garde quand même une dépendance fonctionnelle, sinon il me reste vraiment plus rien. Alors si je fais ça, que deviennent ces foutues équations? Alors, le moins du sur ds, ben, il est toujours là. Dans un instant, s va devenir t. Hein. Ça ne vous dérange pas, là il va tout de suite devenir t. On va oublier la dynamique. On n'a plus besoin de la dynamique maintenant. C'est quand même assez normal pour un temps de s'appeler t. Alors donc, pour t compris entre 0 et grand t, moins du sur dt, le sup, il se réduit à quoi? Il se réduit à moins sigma 2 sur 2 Laplacien de u. Ça va. Le sup de moins alpha gradient u, moins 1 sur q alpha puissance q, bah, ça devient un plus 1 sur p gradient u à la puissance p, où p est l'exposant conjugué de q. Donc q plus donc q1. P égale q sur q moins 1. Exemple q égale 2, p égale 2, 1 demi gradient u carré. Bien. Et enfin, dans le... il y a un moins L, donc il faut que je fasse attention au... Et ceci est égal à f de x et de m. Voilà un exemple. Avec donc u en grand T est égal, u en grand T est égal, alors mes notations c'est quoi? C'est h de x et de m. Bien entendu, m à l'instant grand T. Il y a une variante que je n'ai, sur laquelle je n'ai pas assez réfléchi, mais je pense que ça marche encore, qui consisterait à dire que dans la dynamique et dans le coût, ça dépend de m, mais ça pourrait aussi dépendre de l'historique complet de m. Ce qui n'est pas complètement absurde. Mais là, il y a des problèmes de... il y a des problèmes de temps, donc je mets un point d'interrogation là-dessus. Bon. Ça, c'est la partie d'équation en U à M donnée. Maintenant, on regarde l'équation en M. L'équation en M devient dm sur dt, moins sigma 2 sur 2 Laplacien M. OK. Moins sigma 2 sur 2 Laplacien M. L'équation qui est là, alors attention, le contrôle optimal, c'est l'histoire de signes là-dedans. Hein. Le BI, c'est alpha, et le alpha, c'est moins gradient, donc a priori c'est un moins. C'est moins divergence de gradient U à la puissance P-1, et je vais expliquer ce que c'est la puissance P-1 d'un vecteur. M égale à 0, M à l'instant initial étant égal à M0. Alors on regarde un tout petit peu ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que j'appelle xi à la puissance P-1 où xi est un vecteur? C'est simplement j'appelle la norme de xi à la puissance P-2 fois xi. Hein, c'est la chose naturelle. Donc si vous prenez P égale 2 ici, vous avez 1 demi de gradient U carré. Ici, vous avez gradient U, point. J'espère simplement ne pas m'être trompé sur les signes. Permettez-moi de prendre quelques instants. Non, correct. En particulier, pour la plus grande satisfaction de Grégoire, vous virez les Laplaciens dans le cas déterministe, sigma égale à 0. Mais on peut avoir l'impression naïve que de garder un peu de Laplacien pour de tels systèmes d'équations dérivées partielles, ça arrange les choses.
c'est pas clair. Ça arrange un peu les choses, mais vraiment pas autant qu'on le souhaiterait, parce que vous avez un problème au debout là-dedans. Hein. Vous avez d'une part pensé qu'ici il n'y a pas de dépendance en M, une équation rétrograde avec un H. Donc, si vous voulez, il n'y a aucun aspect de problème parabolique mal posé. Si vous débranchez les découplages, les deux problèmes paraboliques sont bien posés individuellement. Mais c'est la situation de couplage où sur une partie des inconnus, vous avez une condition finale avec une équation rétrograde et une équation forward, enfin, qui avance dans le temps, avec une condition initiale. Bon. Ce sont des systèmes d'équations, comme je vous l'avais dit l'an dernier, qui sont essentiellement nouveaux, même si dans quelques cas particuliers, on retrouve là, et on le retrouvera encore ici, des équations bien connues. Et en fait, si ça se rapproche de quelque chose, ça se rapproche plutôt des systèmes d'optimalité que l'on a lorsqu'on fait du contrôle optimal de dp. Lorsque vous faites du contrôle optimal de dp, que ce soit aussi bien du contrôle de cette équation-là ou d'une équation de Fokker-Planck, vous avez un état primal qui évolue dans le temps, vous avez un état adjoint qui va dans l'autre sens. Et donc, si vous pensez contrôle optimal de dp, vous avez derrière des systèmes hamiltoniens en dimension infinie, qui sont, dans des cas linéaires, bien posés, dans des cadres non linéaires, on fait ce qu'on peut. Mais ce que je suis en train de dire en termes de contrôle optimal de dp, on le verra plus tard, quand on en sera là, dans le point 2, eh bien, ce n'est qu'un cas très particulier de ce que l'on peut avoir. Alors, je ne résiste pas au plaisir de vous donner un exemple très particulier, donc un sous-exemple. Je prends sigma égale à 0, ne triomphe pas, Grégoire, P égale 2, F égale F de M, c'est-à-dire une dépendance, quand je dis f de m, c'est un f de m au point x, c'est-à-dire une dépendance ponctuelle. Puis le reste, je laisse. Alors, qu'est-ce que ça devient comme équation? Ça devient moins du sur dt plus 1 demi de gradient u carré égale f de m, et dm sur dt moins divergence de gradient u m égale à 0. Bon. Et d'ailleurs, si vous regardez l'équation satisfaite par gradient u, en regardant l'équation satisfaite par gradient u, vous avez moins d sur dt et vous appelez grand V égale gradient u. Vous avez moins dv sur dt. Vous prenez le gradient de ceci, ça devient la divergence de V tensoriel V. Enfin non, ça devient V gradient V, pardonnez-moi. V grade V égale gradient de f de m. Puis si vous changez t en moins t, vous changez le sens du temps, eh bien ce que vous reconnaissez ici, c'est d rho sur dt plus divergence de rho v égale à 0. Vous changez le sens du temps. Vous avez ici dv sur dt plus v gradient v égale gradient de f de rho. Là, c'est les équations de l'air compressible dans le cas barotrope. Étant entendu que normalement, il faudrait multiplier par rho et que vous auriez que donc rho gradient f de rho égale moins le gradient de la pression. Donc, la relation que vous avez, c'est que la pression est donnée par P' de z égale moins z f' de z. Donc P étant la pression dite... Enfin bon. Bon. Alors, on s'en souviendra que c'est... la monotonicité de la pression, c'est l'opposé de la monotonicité du coup. Bon, donc on a un système qui est là. D'ailleurs, je vous signale au passage que sur les conditions initiales que l'on a ici, ce n'est pas les conditions naturelles pour les équations de l'air. Hein?
Parce que ce que vous avez a priori, c'est bien la densité initiale. Mais c'est de dire que vous avez ici la condition, une condition sur la vitesse ou une condition mêlant la vitesse et la densité à un autre temps. Le problème de planification dont je vous parlais, donc ça c'est Euler compressible, barotrope. Le problème de planification dont je vous parlais, qui consiste à prescrire non plus une relation mêlant U et M, mais M à l'instant final, c'est-à-dire que vous auriez Euler compressible avec deux conditions uniquement sur la densité, un instant initial, un instant final. Bien. C'est presque un problème de contrôlabilité à ce moment-là. C'est comment trouver la vitesse initiale qui permet, en résolvant l'air compressible, de passer d'une densité à l'autre. Lorsque vous prenez d'ailleurs F égale à 0, donc du l'air compressible sans pression, ce problème aux deux bouts, donc le problème en prescrivant M à l'instant 0 et M à l'instant grand T, lorsque vous prenez une pression nulle, c'est-à-dire F égale à 0, ça, c'est les choses que Yann Brenier a regardé il y a déjà quelque temps, les systèmes sans pression, et ce que vous avez, c'est l'équation d'optimalité pour la définition de la distance dite de Wasserstein entre, entre les deux mesures qui sont ici, M0 et M1. Alors, suite à la suggestion de Luc et de Yann, qui était un peu plus timide pour le dire, mais qui l'avait déjà dit publiquement aux grands spécialistes de la distance de Wasserstein, je n'appelle plus la distance de Wasserstein la distance de Wasserstein, je l'appelle distance de Monge-Katorovitch. Donc là, les choses sont claires, parce qu'effectivement, c'est une aberration d'appeler distance de Wasserstein, dans le sens où Monge l'a pratiquement introduite, et Kantarovitch non seulement l'a introduite, mais en plus a démontré que la distance 1 était la restriction aux mesures de probabilité de la norme W-1 infini. Donc il ne faut pas charrier. C'est la distance de Monge-Kantorovitch, appelée à tort dans la littérature distance de Wasserstein. Donc ça, c'est un autre cas très particulier. On reviendra là-dessus parce que ces distances, là je vous échauffe un peu là-dessus, parce que ces distances, vous n'avez pas fini d'en entendre parler. Puisque ça va être ça qui va être absolument crucial pour comprendre le cadre fonctionnel dans un petit instant. Donc vous voyez comment j'ai déroulé à partir du cadre général, j'ai déroulé la mécanique en prenant des cas très particuliers, et vous voyez que déjà même dans ce cas très particulier, sans même parler de la généralité, il y a des choses à faire, à comprendre. Et que même si on prend un sous-cas particulier, il y a des choses à comprendre, et que même, puisqu'on arrive déjà à des choses intéressantes qui ont été étudiées par beaucoup de gens, à savoir la distance de Monge-Kantorovitch, comme cas particulier du sous-cas particulier du cas particulier. Donc, bon, il y a du boulot. D'ailleurs, il n'y a pas que du boulot que pour moi, hein, au passage. Hein, il y a là derrière, hein, quiconque est intéressé par le sujet, je peux lui donner 50 questions instantanément. Bien. Bon, que voulais-je dire là-dessus? Je crois que c'est à peu près tout pour la présentation générale. Peut-être en termes de modélisation, parce qu'ensuite, domaine d'application par domaine d'application, vous avez ici là un outil de modélisation. Un outil de modélisation pour des situations qui concernent un grand nombre de joueurs, c'est-à-dire un grand nombre d'agents qui interagissent entre eux et qui qui simplement peuvent choisir leur action. C'est pour ça que je parle d'agents et pas de particules. Alors, choisir ces actions, ça peut être assez varié. Du point de vue d'économie de la finance, c'est assez naturel de dire on choisit la manière dont soit on consomme, soit on investit, et ça correspond assez bien, on voit bien que ça correspond aux situations dont je parle. Dans des situations de particules, c'est plus naturel de contrôler l'accélération. Dans des situations, donc là je pense à des oiseaux.
Je vous ai parlé des oiseaux. Les oiseaux, c'est fascinant. Hein, je ne comprends rien aux oiseaux. Par contre, les oiseaux, on peut les regarder et on connaît bien la manière dont ils volent. Hein, les formations en V. Bon, qui est d'une incroyable régularité. Beaucoup plus facile de comprendre un vol en formation en V en disant j'ai un très grand nombre d'oiseaux. D'ailleurs, on sait bien que s'il n'y en a que 2 ou 3, le V, il ne vole pas en V. C'est extraordinaire parce que les commentaires de François et Grégoire se dissipent, pourtant c'est un jeune homme bien élevé, et Grégoire se dissipe au contact du mauvais esprit de François. Leurs commentaires prouvent toujours l'attention extrême qu'ils portent au cours. On doit en être flatté. Bien. Donc, effectivement, après cette remarque, si vous n'avez que 3 oiseaux, ils ont parfaitement raison. Le pire, c'est qu'ils ont raison. S'il n'y a que 3 oiseaux, le V, c'est d'ailleurs même pas vrai. Il vole de toutes sortes de manières. Un autre exemple qui est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus facile à modéliser du point de vue infill game, parce que dans le V, il y a 2 aspects. Il y a un aspect aérodynamisme global, et puis l'aspect d'être en groupe. Ça, c'est l'aspect groupage. Donc ça, c'est traduire l'aérodynamique dans une modélisation, traduire comment c'est efficace du point de vue aérodynamique, c'est un peu compliqué. Je sens que c'est possible, mais honnêtement, je ne sais pas le faire. Par contre, ce que je sais faire, c'est expliquer pourquoi, lorsque vous avez un grand nombre d'oiseaux et qui se posent sur un fil électrique, la manière dont ils se posent. Je ne sais pas si vous avez observé, quand vous avez entre 2 poteaux un paquet d'oiseaux qui se posent entre 2 fils électriques, c'est absolument extraordinaire. Ça, j'avais eu ça, c'était à Austin. J'étais resté ébahi devant un croisement. Il y a un endroit où ils se regroupent, ils sont des dizaines et des dizaines. Puis après une fois qu'on a observé le truc, on le voit. Quand ils sont très nombreux, la manière dont ils se répartissent, c'est que si vous regardez au centre entre les poteaux, ils sont équirépartis. Ils sont tous à une distance, mais c'est d'une régularité. On a l'impression qu'ils ont un mètre dans la tête. Et en revanche, ils se groupent près des poteaux. Au niveau des poteaux, là, il y a une densité qui observe. Comment obtenir une telle répartition? Très simple. C'est un problème d'être ensemble, partager un bon moment, façon oiseau, et étant entendu qu'on ne peut pas être quand même l'un sur l'autre, normalement, et aussi un certain confort. Le confort, il se traduit par quoi? Il se traduit par la résistance du fil. Et effectivement, c'est un problème d'élasticité. Sinon, ils ont le mal de mer, les pauvres. Non, je plaisante. Mais, et donc, si vous traduisez cet aspect-là, confort traduit par l'élasticité du fil, vous avez, des distances, on veut être proche, mais pas exactement au même endroit, donc un potentiel d'interaction. Tu souris, Leonard Jones, c'est ça? Mais il y a de ça. Et que vous regardez le problème stationnaire, vous avez une densité qui est effectivement très parfaite au centre et qui croît un peu sur le bord en fonction de l'élasticité du fil. Bon, je vous donne ces exemples parce que là encore, ce sont des situations où on choisit la position où on se place, c'est particulièrement simple. Dans le vol, on contrôle l'accélération, ils contrôlent leur déplacement par l'accélération pour simplifier. Maintenant, si vous voulez faire des vols en formation de micro-robots, etc., ce qui intéresse beaucoup un certain nombre d'agences, ça c'est clairement un outil extrêmement puissant pour aborder cette question-là. L'autre exemple, c'est qu'il y a des organismes vivants dans la mer qui ont des modes de déplacement collectifs, des modes de déplacement qui ne sont pas par contrôler la vitesse ou l'accélération. C'est quand ils trouvent à manger, ils restent, et puis quand il n'y a plus à manger ou il n'y a pas à manger, ils accroissent non pas leur déplacement, mais leur agitation. Donc là, typiquement, c'est le sigma qu'on contrôle. Bon, etc., etc. Donc, vous voyez, la modélisation peut être très variée suivant le domaine applicatif. C'est pour l'instant... Je sais, tu dois partir. Donc, après quelques commentaires d'une rare pertinence, François nous quitte.
Donc, effectivement, je suis absolument convaincu qu'au minimum, du point de vue qualitatif, comportement qualitatif, c'est un outil de modélisation extrêmement performant. Bien. Ensuite, chaque exemple nécessite un travail considérable, parce qu'il faut fitter les paramètres, il faut bien comprendre. Ça, c'est typiquement, je veux dire, ce que l'on fait sur ces histoires de répartition des richesses, c'est un boulot en soi, qui consiste à aller explorer les données, etc., etc., etc. Bien. Bon. Alors, ce que je veux dire maintenant là-dessus, c'est que ça, c'est le cadre général. Il y a un grand nombre de variantes. Donc, les premières choses, c'est tous les aspects de conditions aux limites qui sont liés aux contraintes. Alors, ces conditions aux limites, ça peut être parce que le problème de contrôle s'arrête. C'est vous avez un problème de temps de sortie, qui peut d'ailleurs être optimal. Alors que si sur les U, on comprend bien les conditions aux limites, elles se traduisent comment sur le M? Ça, c'est une question qu'il va falloir comprendre. C'est quand vous pouvez avoir vie et mort des joueurs. C'est-à-dire que là, j'ai une densité de proba, mais pourquoi? Il peut y avoir des naissances, c'est pas forcément équilibré par les morts, etc. Le nombre, il n'est pas forcément fixé. Ce qui veut dire que vous pouvez ici avoir des termes qui dépendent de M, mais qui aussi dépendent du gradient U, parce que si on est dans une zone favorable ou dans des situations économiques favorables, on peut faire plus ou moins d'enfants. Donc là aussi, c'est une source de couplage. Donc là aussi, il y a beaucoup de choses à dire. Très important, il y a le fait qu'au lieu d'avoir une population de joueurs identiques, vous pouvez avoir 2, 3, quelques populations chaque population ayant un très grand nombre de joueurs identiques. Quelques populations de joueurs identiques. Mais d'une population à l'autre, c'est pas la même chose. Alors, vous avez ici un couplage entre les main field games et la dynamique des populations. Ou les réactions chimiques. En regardant l'excellent petit bouquin de Benoît, on voyait tout un tas de modèles phénoménologiques de termes dynamiques des populations, mais en même temps, on se dit, ces populations, quand elles bougent, il y a des raisons. Et le contrôle optimal, optimiser un certain état ou l'améliorer, semble être un moteur assez naturel pour expliquer ces modifications. C'est une piste. Bon, nous, on a un peu regardé les histoires à plusieurs joueurs, mais à plusieurs populations de joueurs. On peut d'ailleurs réitérer le processus. C'est que si le nombre de populations de joueurs devient grand, là, je vais vous faire peur. Si le nombre de populations de joueurs devient grand, c'est-à-dire que vous commencez à mettre des attributs suivant les populations, eh bien, vous pouvez commencer à parler de densité, ce qui est le deuxième étage, etc. Bon, donc c'est commencer à écrire des choses qui sont assez naturellement des mesures sur l'espace des mesures, donc on est tout de suite en dimension infinie. C'est rigolo du point de vue mathématique, mais bon, on attendra un peu avant de se lancer là-dedans, hein. En revanche, à voir, parce que ça, du point de vue, en tout cas, des applications à l'économie, ou du point de vue des applications à la bioécologie, à avoir ne serait-ce que quelques catégories, c'est extrêmement naturel. Quelques populations de joueurs identiques, mais à cause de ceci ou de cela, vous pouvez d'ailleurs voir que les processus de vie et de mort, c'est des termes qui dépendent de M ici, mais vous pouvez donc très bien avoir ici des termes de diffusion en M, qui justement traduisent ces modifications sur l'état de M. Donc si en apparence vous avez le même Laplacien ici et là, assez naturellement ce que vous pouvez avoir, c'est un surcroît, pas. Vous n'allez pas en enlever, enfin, c'est des phénomènes d'antidiffusion peut-être, mais je ne les sens pas trop. Mais vous pouvez ici avoir des termes qui sont aussi violents, entre guillemets, que celui-ci.
De la même façon d'ailleurs ici, le f de x et de m, quand on écrit une dépendance fonctionnelle, on a envie de dire « Oh, c'est sympathique, c'est typiquement une fonction locale de m de x » ou une fonction non locale avec des moyennes. Oui. Je peux plaider des situations où ça serait du gradient m au carré ou du Laplacien m ici. D'accord? Voire plus. Donc attention, c'est pas parce qu'on met ça dépend de m que c'est pas quelque chose qui peut être très singulier, très, très fort comme opérateur. Il y a beaucoup d'autres variantes qui sont possibles, mais je pense que celles-ci sont probablement celles qui me paraissent les plus importantes. Alors, que vais-je faire dans le cours? Dans la dernière demi-heure, après avoir planté le décor, je vais mettre 3 petits points pour être prudent, parce que j'ai certainement oublié quelque chose. Donc la première chose que je vais faire, c'est, dans le cours, c'est revenir sur ces justifications, parce que tout ce que je vous ai fait jusqu'à présent est assez OK du point de vue écriture formelle, heuristique. Écriture heuristique d'un modèle de Minfield Game. Mais pourquoi est-ce que ça a vraiment du sens d'écrire des choses comme ceci? On peut avoir simplement un souci d'efficacité, prendre quelques applications et dire, ben dans ces cas-là, ça marche. C'est un bon modèle. Mais on peut aussi dire, c'est naturel en partant de principes de base, de la même façon que vous pouvez justifier un certain nombre de modèles cinétiques en partant, exemple Vlasov, en partant de systèmes à n corps, supposés être une loi physique naturelle, eh bien, vous pouvez vous poser exactement la même question qui consiste à dire, si je prends des jeux à n joueurs, donc ça c'est le premier point, si je prends des jeux à n joueurs, si je prends des jeux à n joueurs, que je fais tendre n vers l'infini, alors des jeux à n joueurs, il va falloir les écrire d'une certaine manière, je fais tendre n vers l'infini et je regarde les points de Nash, qu'est-ce qu'ils deviennent? Eh bien, ce que j'avais expliqué l'an dernier et démontré dans un cadre très particulier, c'est que ces équilibres donnent effectivement les Minfield Games, et donc maintenant ceci est complètement vrai. Bon, il y a des hypothèses, mais ceci est complètement vrai, il n'y a pas d'ambiguïté. Et je vous avais expliqué un certain nombre, je vous avais indiqué l'an dernier comment formellement on devait s'attendre à ça, mais que il y avait des phénomènes un peu étranges de moyennes, de choses non linéaires, où les moyennes et non-linéarités commutaient de par la structure du problème. Bon, tout ceci, on va bien le comprendre maintenant cette année. Et ça sera grâce à ce cadre fonctionnel. Alors, lorsque vous pensez point de Nash, vous avez assez naturellement une situation, vous pouvez d'ailleurs penser à de l'optimisation multicritère avec un très grand nombre de joueurs. Vous avez assez naturellement une situation où vous avez une fonction, ça c'est vu du ième joueur, qui dépend de xi, alors on va l'appeler x1, voilà. Parce que de toute façon les joueurs étant identiques, on peut regarder le premier, et puis après les choses a priori devraient se ressembler d'un joueur à l'autre. Même si lorsqu'on prend une situation totalement symétrique pour des jeux à n joueurs, il n'y a aucune raison que tous les équilibres de Nash soient comme ceci invariants par permutation. Donc en fait, là je fais une simplification, mais on n'a pas besoin de ça dans la justification de la limite. En tout cas, quoi qu'il en soit, on peut effectivement imaginer qu'on est assez naturellement amené à regarder une fonction qui effectivement dépend de x1, c'est le coût optimal pour le premier joueur, étant donné tous les autres joueurs. Alors ça dépend de t, ça dépend de tout un tas de choses. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc ça, c'est U1, grosso modo.
Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que, bon, ça dépend de x1, ça on va le garder, puisque u, à la fin, il dépend de x. Et pour le premier joueur, le x du joueur générique, c'est le x1 du premier joueur. Mais là-dedans, il y a aussi toutes les positions ici où il y a n joueurs, enfin n-1. Heureusement que François est parti, on va tout de suite corriger. Donc n-1 joueurs qui restent, et là, qu'est-ce que vous avez? Vous avez une situation a priori où si tous les joueurs sont identiques, vous attendez à ce que vous ayez une fonction d'un très grand nombre de variables qui soit symétrique par rapport à ces variables, parce que vu du premier joueur, le deuxième, le troisième, le 58e, ils sont tous pareils. En même temps, et ça c'est dans la nature de ces problèmes, ce que vous essayez de décrire, c'est des situations dans lesquelles, là on voit qu'en fait ce qu'on est en train de décrire en termes économiques, c'est ce qu'on appelle l'émergence d'un marché. Parce qu'une situation à n joueurs comme ceci, c'est en fait un marché. C'est le mot générique, un marché, ce n'est pas forcément un marché financier. Et donc, ce que vous avez dans cette émergence de quelque chose qui est de nature macroscopique, c'est qu'il est clair que chacun des joueurs a une influence petite. Et que, bien entendu, ce que d'une certaine manière on va écrire dans la modélisation des jeux à n joueurs, c'est qu'on va décrire que pour le premier joueur, les actions, les choix, les positions des autres joueurs ont chacun une petite influence d'ordre 1 sur n pour le premier joueur. Parce que si chacun des autres joueurs avait une influence d'ordre 1 sur ce premier joueur, le système est complètement explosif. Donc, la moralité, c'est que vous attendez à devoir étudier des fonctions, et je vais changer de notation pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, qui dépendent d'un grand nombre de variables. Hein. Typiquement, je suis passé de n-1 à n, et les xi sont devenus des y. Vous avez ici des fonctions qui sont symétriques de n variables, n tend vers l'infini, et elles dépendent faiblement, ça il va falloir l'écrire, de chacune des variables. Donc ça, c'est une structure très particulière. En fait, c'est une question d'analyse que je qualifierais d'assez fondamentale, enfin fondamentale parce qu'élémentaire. Bon, parce que c'est important, mais c'est totalement élémentaire, totalement naturel. C'est comment peut-on décrire, quand n tend vers l'infini, des fonctions symétriques de n variables? Question de base. Bon, ben, la réponse est très simple, c'est qu'à la fin, ce que vous aurez, c'est des fonctions sur l'espace des mesures de proba. Et que, grosso modo, ce que vous dites là, donc ce sera ça que je développerai, le point de vue que je développerai là, dont vous verrez qu'il est très puissant, c'est que ça, c'est vraiment une fonction de la densité empirique des positions. C'est la même chose. Et pour pouvoir écrire ça, comme vous menez une somme, c'est évidemment commutatif, c'est invariant par permutation, c'est effectivement des fonctions symétriques. Alors ça, ce point de vue va permettre de tout changer dans la justification parce que on saura coder un grand nombre de variables simplement en disant je regarde des fonctions sur l'espace de probabilité. Qui sera équipé d'une distance de Monge-Kantorowicz. Et on comprendra beaucoup mieux toutes ces histoires d'espace dans la littérature appelée espace de Wasserstein. Hein. Vous avez un pavé de 600 pages de Cédric là-dessus, et vous verrez que beaucoup de choses s'éclaireront grâce à ce point de vue, parce que vous saurez, quand vous ne savez pas faire quelque chose sur l'espace sur l'espace des probabilités, vous écrivez ça. Vous faites un test statistique. C'est dire une fonction de n variables qui dépend faiblement de chacune des variables, où le résultat ne dépend pas trop de si on change un peu une variable, ça ne change pas tout, eh bien, c'est vraiment une sorte de test statistique. C'est vous testez les positions.
Alors ce changement de point de vue, évidemment, c'est vraiment semblable à ce que, aux histoires de méthodes particulières. Parce que qu'est-ce que vous me direz, qu'est-ce qu'on a gagné? Parce que même si après il faut résoudre des problèmes, il faut ensuite discrétiser. Et en discrétisant, on va mettre des masses de Dirac. Oui, mais ce que vous disiez, c'est que vous allez mettre des macro-particules, des macro-masses de Dirac, au lieu de suivre les n joueurs où n est très grand. C'est exactement le point, les méthodes particulières pour Vlasov. Et en plus, dans le cas des Minfield Games, ce qu'on verra, c'est qu'il y a caché derrière une seule équation en dimension infinie, et que l'on intégrera sur les caractéristiques en dimension infinie, ça deviendra ce système de dp en dimension finie. Donc là, il y a tout un mécanisme fonctionnel qui se passe très bien. Alors, ce faisant, en comprenant ce passage à limite, ce que l'on aura, c'est la dualité pour ce qui est en théorie de la mesure et qui a été abondamment utilisé en physique statistique, en mécanique statistique, en probabilité, c'est en dualité avec le théorème de Dee de Hewitt et Savage. Et en fait, c'est plus simple. On peut redémontrer le théorème de Hewitt et Savage en 3 lignes grâce à ce point de vue. J'expliquerai ce que c'est lorsque j'étudierai ceci. Mais le théorème de Hewitt et Savage vous décrit ce que font les mesures de probabilité symétriques à n variables quand n tend vers l'infini. C'est une description de ce qui se passe. Dualité mesure fonction continue, voilà, c'est ça. Mais travailler sur les fonctions continues, c'est beaucoup plus simple, et c'est ça qui d'ailleurs permet de résoudre des problèmes qui étaient mal recensés dans la littérature lorsqu'il n'y a pas propagation du chaos, lorsqu'il y a des phénomènes de corrélation, parce qu'au lieu de s'acharner à traiter des mesures, des hiérarchies d'équations, vous allez faire un pas vous allez passer en dualité sur les fonctions continues, et vous avez de simples équations de diffusion sur l'espace de probabilité. Bon. Donc là, les choses deviennent beaucoup plus transparentes. Donc ça, c'est ce que c'est exact. On va comprendre. Mais je voulais vous annoncer cette idée qui est très naturelle. Donc maintenant, je commence à oser dire que c'est l'idée qu'on a eue et que ça semble pas être dans la littérature. Je dois dire que j'ai passé. Ma première réaction, c'est de passer un coup de fil à Cédric, parce que vous verrez qu'il y a vraiment des rapports avec les distances. Cédric Villoni. Qui visiblement, j'ai utilisé l'expression, a pâli au téléphone. En disant, merde, comment j'ai pas pensé à un truc aussi bête? C'est effectivement très bête, très simple. J'ai testé ça avec un certain nombre de gens qui font de la physique statistique, j'ai testé ça avec des statisticiens, parce qu'ils auraient pu aussi regarder des choses comme ceci. Et en fait, le seul antécédent de cette idée extrêmement simple, ce sont des papiers de physique théorique, où des physiciens, parce qu'ils regardent en fait des problèmes qui se révèlent être des équations d'Hamilton-Jacobi en dimension infinie, qui se révèlent être reliées aux Minfield Games, je vous en parlerai plus tard, justifie, c'est pour des histoires de théorie de jauge sur réseau avec des intégrales, enfin c'est des intégrales très bizarroïdes sur les matrices. Je ne comprends absolument pas pourquoi ils jouent ce jeu-là, hein. Comme souvent en physique théorique, j'ai du mal à comprendre exactement où on va. Mais en tout cas, il y a une intuition mathématique dans cet article de Metitsin d'absolument extraordinaire. C'est-à-dire qu'il est en train de faire des choses dans Rn, des équations d'Hamilton-Jacobi, des grandes déviations avec faible bruit. Et puis brutalement, il dit je remplace x1, xn par. Il écrit jamais la densité empirique. Lui, il a une visualisation d'éléments de volume et il dit on va maintenant écrire des choses, un hamiltonien sur l'espace des densités, et c'est effectivement tout ce qui est caché derrière, c'est ce cadre fonctionnel, avec des règles de passage de l'une à l'autre qui sont bonnes, mais qui sont décrites en langage poétique. Donc, d'ailleurs, il y a eu des controverses, des contre-exemples d'ailleurs dans certaines situations. Suivant les groupes en question, ça ne marche pas, parce qu'il y a la théorie des groupes cachés en plus derrière. Enfin, c'est l'horreur. Moi, j'y comprends rien.
mais j'ai bien reconnu que ce qu'il essayait de faire, c'était ça. Et puis, j'ai appris aussi qu'un certain nombre de spécialistes de probabilité non commutative espéraient qu'il y ait un cadre abstrait, et qui est clairement celui-ci. Donc, si vous voulez, c'est une idée totalement élémentaire. Bon, il me semble qu'on est les premiers à la synthétiser, mais elle flottait, elle était clairement dans l'air du temps. Hein. Et on n'est peut-être même pas les premiers à l'avoir synthétisé. Donc, je suis très prudent là-dessus. Donc, ce que l'on va voir, ce sera la première partie du cours. La deuxième partie du cours, ce sera effectivement de regarder ces min-field games dépendant du temps, et ce que je ferai, c'est que je me concentrerai sur l'exemple que je vous ai cité, le plus simple, avec un sigma non nul. Donc voilà pourquoi j'y tenais. Un sigma non nul sur la catégorie d'exemple. Je regarderai aussi qu'est-ce qui se passe quand sigma tend vers 0. Que peut-on dire là-dessus? Donc, ça sera les aspects existence, régularité, unicité, non-unicité, instabilité, toute l'étude à proprement parler mathématique. Le troisième point du cours, ça sera vraiment de partir d'équilibre de Nash à n joueurs et de faire tendre n vers l'infini. Et je vous donnerai des exemples d'optimisation multicritère dans des situations symétriques où on a beaucoup de choses, où effectivement on peut dire des choses sur tous les points de Nash. C'est assez rigolo et ça permet de comprendre. C'est comment faire des équipes de Nash à n joueurs, mais purement en optimisation, et résoudre le limite quand n tend vers l'infini en passant par les EDP. Les corrélations, c'est une conséquence du cadre fonctionnel, et puis les applications sont des exemples que je détaillerai. Bien, alors, peut-être puis-je, dans les quelques minutes qui restent, avant de vous laisser souffler, vous rappeler un certain nombre d'éléments, comme ça ces rappels seront faits. Je serai sans doute amené à les réécrire, mais donc, en guise de préparation à la première partie du cours, quelques rappels entre guillemets. Alors, je vais travailler sur un domaine compact que je vais appeler Q. Vous pouvez penser que c'est le tore, le cube unité avec périodicité, ou un domaine borné, peu importe. Donc, c'est un compact. Vous le sentez a priori plongé dans RD, et gardez-le plongé dans RD. C'est en fait un espace métrique quelconque. Bien. Et ça, justement, si on veut réitérer, ça peut être l'espace des probabilités sur Q, qui est compact pour la topologie faible. Je veux vous parler de probabilité sur Q. Q étant un espace métrique séparable, l'espace de probabilité sur Q, muni de la topologie faible, donc les mesures de proba, donc ça c'est les mesures de proba, est un espace compact, maîtrisable. On peut trouver des tas de métriques qui donnent la bonne convergence, métriques qui sont topologiquement équivalentes, pas métriquement équivalentes entre elles. Et je vais rappeler un certain nombre de ces métriques, et séparables. Bon. Ça sont des choses connues de théorie de la mesure. Je veux donc vous parler uniquement de distance sur P de Q. Alors, je vais commencer par la distance de Monch-Kantorowicz d'ordre P. Donc, je
je mets un W entre parenthèses et j'efface le W pour bien vous faire attention au fait que, à part peut-être, et même Yann d'ailleurs dans ses articles, je pense que souvent il utilise le vocable distance de Wasserstein. Donc il est un peu faux cul, puisqu'il dit qu'il faut appeler ça manche Kantorowicz, mais il appelle Wasserstein. Bon, dPmk, parce que vous avez le droit de changer une puissance. Bon, il faut éliminer l'infini parce qu'il y a vraiment des problèmes. Entre la mesure M1 et M2, il y a de multiples définitions équivalentes, qui sont d'ailleurs des formes de dualité. La plus simple, celle que je préfère, est la suivante. Vous allez prendre l'infimum de l'espérance, et les probabilistes, de x moins y à la puissance p. Le tout, il va falloir que c'est la bonne homogénéité, donc ça sera la puissance 1 sur p. Là-dedans, que sont x, y? Bien, c'est que vous regardez tous les couples de variables aléatoires, tous les couples possibles de variables aléatoires, tous les couplages possibles, donc sur tous les couples x, y, dans n'importe quel espace de proba, tels que la loi de x tout seul et M1, et la loi de y et M2. Alors pour être très spécifique, quand dans la littérature vous trouvez la distance de Wasserstein, c'est en général cette définition-là avec P égale 2. Et la distance qui est peut-être qui est moins hilbertienne, c'est P égale à 1, mais c'est peut-être aussi la plus naturelle, puisque c'est celle qui consiste à dire que c'est la trace sur l'espace des probabilités de la norme W-1 infinie. Ça, c'est le théorème de Kantorowicz-Silverstein. Bon. Alors, ça, c'est une distance qui est typiquement, il y a énormément de choses, si vous voulez en savoir plus sur ces distances. Il y a beaucoup de bouquins qui décrivent ça, mais en particulier le bouquin de Villani. Mais il y a des bouquins entiers de théorie de la mesure, de proba, de stats, qui sont consacrés à toutes sortes de distances dont on peut munir l'espace des probabilités. C'est une distance assez sympathique, qui en tout cas donne bien, c'est une distance, et ça induit bien la convergence faible. Je vous en dirai plus sur cette distance. Dire que ça converge pour cette distance ou dire que ça converge faiblement au sens des mesures, c'est-à-dire par dualité avec les fonctions continues, c'est la même chose. Alors, vous pouvez projeter cette distance-là, mais je vais encore en introduire une autre. Et ça, moi, je faisais des choses un peu plus compliquées avec P égale 1, qui est la plus faible. Donc, vous voyez d'ailleurs qu'elles sont ordonnées, c'est que dP est croissante par rapport à P. C'est l'inégalité de Jensen. Alors, si il y a une autre distance qui est la distance. Alors, le M, c'est Monge. Pourquoi Monge? C'est la théorie, ça beaucoup de gens le savent. Ça a donné lieu maintenant à ce qu'on appelle les problèmes de transport de masse, les problèmes de transport, qui ont été étudiés par pas mal d'auteurs. Nous avons un expert présent parmi nous, Guillaume Carlier, pour ceux qui ne le connaissent pas. Parce que c'est assez naturel du point de vue économique en termes de problèmes de transport, de transfert. Et le problème de Monge, c'était un petit bouquin qui s'appelait La théorie des déblais et remblais. C'est comment transporter des masses de terre d'un endroit à l'autre. Donc, vous creusez, vous allez boucher des trous ailleurs, comment vous les transportez, quel est le trajet, quelle est la manière de le faire le plus économique possible. Bon, donc, et ensuite étudié par la suite par Kantorowicz. Il y a une autre distance plus probabiliste qui, donc c'est L et P. L, c'est Lévy, le grand probabiliste français, et P, c'est Prokhorov, le grand probabiliste russe. Des LP de M1 et M2, alors elle est beaucoup plus tordue, celle-là.
mais elle est tout à fait remarquable. C'est l'un sur tous les epsilon, tel que vous pouvez trouver un x, y, un couplage, tel que la probabilité que x moins y soit plus grand que epsilon est plus petite que epsilon. Démontrer que tous ces objets sont des distances, c'est des exercices qui sont pas tout à fait évidents, hein, d'ailleurs, sur lesquels je passerai. Là encore, clairement, de par les inégalités de Bien-Aimé Tchebychev, c'est la plus faible de toutes. Hein. Ce sont des distances sur les mesures de proba. Tout ça, ça donne la convergence faible des mesures. Alors, le point, et je m'arrêterai là, c'est que grosso modo, vous avez ici, quand j'écris x moins y, je suis en fait en train d'écrire une certaine distance de x à y, qui est la distance sur mon espace métrique initial. Donc en fait, la structure euclidienne n'a absolument aucune espèce d'importance. Vous pourriez mettre ici n'importe quelle distance, et x et y étant des variables aléatoires à valeur dans cet espace métrique. Et la chose qui est tout à fait remarquable là-dedans, c'est que d'une certaine manière, vous avez un plongement de Q dans P de Q. Q, ça peut être un espace métrique bizarroïde, muni d'une distance, et vous le plongez dans un objet qui est essentiellement linéaire. Okay, c'est une partie convexe, compacte d'un espace plat. Et vous le plongez grâce à cette distance, grâce à toutes ces distances, de manière isométrique. Donc c'est ça le point que je veux insister, c'est que vous faites de x, vous lui appliquez la masse de Dirac en x, et ce que vous observez, c'est que, par exemple, n'importe laquelle de ces mesures de Monge-Kantorowicz, mais c'est vrai pour LP de la même manière, dp de mk de delta x, delta y, c'est égal à d de xy. Donc ça, c'est probablement une des explications de pourquoi les gens s'intéressent tellement, parce que c'est une manière de linéariser les problèmes. C'est d'ailleurs pour ça que les géomètres se sont rués sur ces questions de transfert de masse, parce que c'est effectivement une manière d'étudier la géométrie de la variété sous-jacente. Et vous montez sur l'espace des mesures et vous avez un espace plat. Bon, alors ça c'est l'explication de Cédric, hein, c'est pas moi du tout qui a inventé cette explication, c'est l'explication que donne Cédric Villani dans son bouquin, et je trouve que c'est une explication tout à fait pertinente. En revanche, une raison qui fait que le lien est encore plus étroit que Cédric ne l'indiquait, parce que si vous prenez maintenant Q à la puissance n et que vous quotientez par le groupe des permutations, alors ça veut dire quoi, quotienté par le groupe des permutations? C'est simplement que vous prenez les n-uplets de points dans Q et que c'est à une permutation près, c'est la symétrie. Peu importe l'ordre dans lequel vous écrivez les variables. Eh bien, ce que je prétends, c'est que vous avez une injection isométrique dans P de Q, et que en fait, c'est pratiquement, ça croît quand n tend vers l'infini. Vous devenez quasiment exhaustif dans l'espace des mesures de probabilité. Et quel est le lien? Je vais vous l'indiquer, parce que c'est ça qui permet de comprendre ce que l'on fera par la suite. Je le rappellerai pour les gens qui ne pouvaient pas être là aujourd'hui. Mais je voulais déjà vous exposer à ça aujourd'hui, parce qu'il faut s'habituer à ce petit point de vue. C'est que la distance que vous allez mettre sur Q puissance n quotientée par les permutations, c'est la distance qui est 1 sur n, somme de d de xi à yi, alors éventuellement à la puissance p, le tout à la puissance 1 sur p, donc faites bien attention au 1 sur n, hein, il faut que ces choses soient bien normalisées par rapport à n. Donc lorsque p égale à 2, lorsque vous avez la norme euclidienne, c'est la norme euclidienne dans l'espace produit, point. Et simplement, vous lui mettez un 1 sur racine de n devant. Okay. Donc, c'est une distance sur l'espace produit.
Donc je répète, dans RD, P égale à 2, c'est 1 sur racine de n, somme de xi moins yi carré. Pas 1 sur n, 1 sur racine de n. Bien. Eh bien, ceci, c'est exactement la distance de Monch-Kantorowicz d'ordre P des mesures empiriques 1 sur n, somme de delta xi. Et donc, effectivement, ça se démontre, c'est pas évident, c'est pas tout à fait évident. Donc, ça sont des faits bien connus. Et donc, vous équipez un pensée espace euclidien, vous partez avec la norme euclidienne, simplement vous lui mettez le 1 sur racine de n et ça devient un plongement isométrique dans l'espace de probabilité, dans l'espace de Monch-Kantorowicz, c'est-à-dire l'espace de probabilité muni de cette distance. Et bien entendu, vous savez que lorsque n tend vers l'infini, à travers des mesures comme ceci, c'est les méthodes particulières à poids à masse équirépartie, hein, vous récupérez n'importe quelle mesure. Donc, si vous prenez la réunion de toutes les mesures, et puis c'est essentiellement croissant, si vous prenez une suite dyadique, si les n c'était des 2 puissance k, ça serait exactement croissant. Bon, ça c'est les problèmes, c'est comme des partitions d'intervalle, hein, c'est pas exactement croissant. Mais si vous faites, donc c'est essentiellement croissant, et ce que vous récupérez à la limite, c'est effectivement toutes les mesures de probabilité. Donc ceci vous montre bien que codé dans cette montée sur les mesures de proba, vous avez non seulement Q et toute sa géométrie, mais vous avez tout ça. Et en fait, si vous prenez un n quelconque, avoir que ces copies de Q ou avoir P de Q, c'est la même chose. Donc en particulier, s'il y a des choses qui vous paraissent mystérieuses sur P de Q, exemple, question bien classique, y a-t-il une notion de volume sur l'espace des probabilités ? Pour que tout ceci soit cohérent, il faut que ça se restreigne à la notion de volume naturel sur Q puissance n quotient T. Vous regardez le volume euclidien, et il dégénère quand n tend à l'infini. Donc, il n'y a pas de volume sur l'espace de probabilité. Ce qui était prévisible, hein, mais bon, question que se posaient des géomètres. Donc, ce petit changement de point de vue, et c'est très très simple. Très très simple dans le sens où il n'y a pas de choses mathématiquement complexes à comprendre dans ce changement de point de vue, mais c'est quand même un changement de point de vue, donc il faut s'y habituer. C'est pour ça que je voulais déjà un peu vous échauffer là-dessus dès aujourd'hui, avant qu'on travaille et qu'on commence à manipuler des opérateurs différentiels dans tous les sens. Donc là, c'est une sorte d'échauffement préliminaire. La distance de Lévy-Prokhorov, et je m'arrêterai là. La distance de Lévy-Prokhorov, qu'est-ce qu'elle devient lorsque vous lui mettez des mesures empiriques ? C'est une distance absolument merveilleuse pour traduire. Elle devient la chose suivante. Regardons bien. Vous comptez le nombre. Oui, j'ai dit une grosse bêtise là-dedans, c'est que, c'est pas une bêtise parce que j'ai les YI ici, c'est dire qu'on a conscienté, pardonnez-moi, dire qu'on a conscienté par les permutations, c'est que si vous prenez la distance restreinte, c'est que vous devez minimiser, pardonnez-moi, là vous devez, l'étiquetage n'a pas d'importance. Donc, vous cherchez la meilleure distance possible, étant entendu que vous pouvez permuter les indices des deux ou de l'un. D'accord ? Et puisque tout est à une permutation près. Donc, vous prenez la meilleure distance possible. En revanche, si vous prenez ceci, toutes les permutations sont codées dans les mesures empiriques et vous n'allez pas vous faire de soucis. Donc ici, la même chose, ça sera l'inf tel qu'il existe un sigma dans Sn, dans les permutations, tel que le nombre de i
où la coordonnée, la ième coordonnée de xi moins celle de y à une permutation près est plus grande que epsilon, mais le nombre normalisé par rapport à n est plus petit que epsilon. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la distance est faible, ça veut dire que la distance tend vers 0, ça veut dire que la plupart des coordonnées tendent vers 0, sauf un nombre qui est faible, qui est petit, devant n. Et donc vous voyez que lorsque je vais vouloir décrire ce que je disais tout à l'heure, ça dépend faiblement d'un petit nombre de variables, c'est pile le type de notion qu'il nous faut. Cette idée, qu'est-ce que ça veut dire que je ne dépends pas beaucoup d'un petit nombre de variables? Bon, et il me semble que ce genre de notion, c'est extrêmement naturel. Je suis même surpris que les physiciens ne s'en soient pas plus servis. Ça paraît tellement naturel quand on veut faire tendre n vers l'infini, en physique statistique et en mécanique statistique, parce que c'est la bonne manière de regarder les choses. Vous avez un paquet de n variables. Si une variable se comporte dans des théories de champ moyen, si une variable se comporte de manière aberrante, quand n tend vers l'infini, on ne le voit plus. De observation, ça ne change rien. La même chose en statistique. Donc cette distance, en tout cas pour la limite n tend vers l'infini, est parfaite. Ensuite, pour travailler sur l'espace de Proba, il est vrai que la meilleure, c'est celle qui est la plus régulière possible, entre guillemets, meilleure. En tout cas, elle est facile de travailler avec elle. C'est la distance de Monch-Kantorowicz pour p égale à 2, parce qu'on a le maximum de régularité. Mais ça, c'est purement technique. Elles sont topologiquement équivalentes, ça ne change pas grand-chose, donc. Mais je voulais vous mettre ceci en place, je le redéfinirai. Je ne vous referai pas tout ça, mais je referai une bonne partie de ceci dans, je ne sais plus, 15 jours ou quelque chose comme ça, parce que je pense que ça nécessite, sauf peut-être 2-3 personnes qui ont déjà vu ce genre de distance, voire ou les ont peut-être manipulées, ça nécessite quand même de s'y habituer. Et je voulais simplement vous montrer aujourd'hui cette idée de base qui sera derrière le cadre fonctionnel que je vais mettre en place. Bon, on a une petite pause. Oui. Je peux poser une question sur la notion de marché dont vous avez parlé tout à Oui. l'heure. Est-ce qu'on peut modéliser des distorsions du marché, par exemple, que le joueur X1 ait une certaine solidarité avec le joueur X2, et qu'il soit, Oui. par exemple, à maximiser un coût ou un intérêt Oui. quelconque de X2? Bon, il y a beaucoup de variantes. Donc, d'une part, quand je parle de corrélation, lorsque je parle de corrélation, il y a déjà cet aspect-là, c'est que tout le monde partage en commun une certaine influence de marché. Alors ensuite, dans la dynamique, vous pouvez effectivement mettre des traits communs. D'accord ? Dans le B, il n'y a pas forcément que du contrôle, on ne choisit pas forcément tout. Vous avez aussi, et ça c'est très important en biologie, ou même d'ailleurs en économie, vous avez toute la modélisation qu'on appelle « follow the leader ». Il y a des opinion makers. Okay? Donc il y a un ou deux types, il y a les gourous qui disent voilà ce qui se passe. Alors, ça, moi, je ne veux pas faire de théorie générale là-dessus. Je veux simplement indiquer qu'il y a la possibilité, effectivement, qu'est-ce que c'est des modèles follow the leader ou des opinion makers? C'est simplement de dire que vous avez une masse de joueurs et puis vous avez un joueur. Donc on est dans des catégories à 2 joueurs avec un et un grand nombre de joueurs identiques. Voilà la démarche. Après, il faut travailler. Donc c'est potentiellement, il n'y a aucune difficulté pour faire ça. Et puis dans le régime animal, c'est aussi, il y a le chef de meute. Hein. Est-ce que ça donne des équations très profondément différentes? Non, c'est la même chose. C'est la même chose, simplement vous allez avoir typiquement, au lieu d'avoir une seule équation en U et une seule équation en M, vous allez avoir 2 équations avec un U et un M. Donc vous aurez 3 équations. Voilà. Parce qu'on peut quand même considérer que le leader, il essaie aussi d'optimiser son comportement. Donc ça, c'est une sorte de point de Nash à 2 joueurs, entre un joueur, qui est le leader, et une population de joueurs avec un joueur générique, qui est drivé par sa densité. Donc ça, c'est facile à écrire. Maintenant, est-ce que c'est pertinent? C'est là où le travail commence. En termes de dire, voilà, on peut aborder la modélisation comme ceci et l'écrire, aucun problème.
Mais est-ce que c'est réellement utile et intéressant? Sur chacun des exemples qu'on a vraiment travaillé, on tombe sur des choses qui ont au moins les bons comportements. Est-ce que là, on arrive à capturer quelles sont les interactions qu'il faut mettre pour capturer les bons comportements? Je ne le sais pas, je ne l'ai pas fait, et d'ailleurs, très honnêtement, je ne compte pas le faire moi-même. Mais c'est typiquement, voilà des tas de voies qu'il faudrait explorer. Du point de vue modélisation, c'est prêt. Il y a tout pour le faire. Voilà. Une pause.